Les jeudis de l'Iliade. Bien. Eh bien alors nous allons commencer ce jeudi d'Iliade avec une intervention de Xavier Aimant. Xavier Aimant, qui était l'homme qu'on lisait toujours en premier dans Éléments, en tout cas c'est mon cas, mais qui maintenant est en plus rédacteur en chef adjoint de la revue, donc c'est une lourde responsabilité. Nous en félicitons. Et il va nous parler va consacrer ce jeudi de l'Iliade à Monterland. Voilà. À toi. Eh bien, merci beaucoup Jean-Yves, merci à la nouvelle librairie et à l'Institut Iliade de me donner l'opportunité d'évoquer avec vous la grande figure littéraire de Monterland. Et merci à vous d'avoir bravé la pluie pour assister à cette intervention. Alors, Henri de Monterland est né le 20 avril 1895, mais il a toujours affirmé, il a toujours prétendu, il a même fait inscrire dans plusieurs de ses biographies qu'il était né le 21 avril. Pourquoi ? Pour que le jour de son anniversaire corresponde au jour anniversaire de la fondation mythique de Rome. Et cette anecdote est tout à fait révélatrice de la personnalité et de la psychologie de Monterland. D'une part, parce qu'il sera toute sa vie fasciné par les mythes antiques, bien sûr, mais aussi parce que toute sa vie, il cherchera à construire un personnage, à constituer un personnage, à se façonner un personnage comme on façonne une statue, un personnage qui soit, sinon à la hauteur des mythes antiques qu'il fascine, du moins qui soit en écho avec ceux-ci. Donc il naît dans une famille à la fois bourgeoise et aristocratique, puisque son père est un bourgeois anobli par achat de charges, et sa mère par contre est elle d'une vieille noblesse bretonne. Sa mère est une catholique fervente, mais elle ne transmettra jamais cette foi à son fils, puisque celui-ci s'affirmera tout au long de son existence comme étant athée, malgré son grand intérêt à la fois intellectuel et esthétique pour les religiosités antiques. Alors Monterland donc grandit dans cette famille, et son enfance va être marquée par deux événements majeurs dont il dira tout au long de sa vie qu'ils ont été décisifs pour lui. C'est d'une part sa lecture de Quo Vadis, qui va soulever chez lui une passion qui ne se tarira jamais pour l'Antiquité. Et le deuxième événement, c'est lorsque, à l'occasion de vacances familiales à Bayonne, en 1909, il assiste à une corrida. Alors il va être totalement fasciné par ce spectacle, malgré son jeune âge, bouleversé même par ce spectacle, et c'est donc de là que va naître sa passion taurine, qui elle non plus ne le quittera jamais. Monterland mène des études convaincantes sans être particulièrement brillantes. Il est bachelier et entame alors des études de droit, mais sans véritable passion. Il s'épanouit bien plus dans le sport, et notamment il fait du football et de l'athlétisme, et il se désintéresse progressivement de ses études de droit pour se consacrer à la fois au sport et à ses débuts dans l'écriture. Il écrit tout d'abord des poèmes, puis des nouvelles, qu'il commence à adresser à divers journaux. Il reçoit des échos encourageants, et il commence la rédaction de son premier roman, qui est donc La Relève du matin. C'est alors que survient le grand drame de la guerre de 14. La guerre de 14 éclate. Alors Monterland, tout d'abord, est écarté du service du fait d'une
d'une hypertrophie cardiaque. Et ensuite, il est rappelé, mais il est nommé, on l'envoie en tout cas dans un service hors des zones de combat. Il est dans une unité auxiliaire, donc on peut dire un petit peu, il est un peu planqué. Et alors, dans cette situation où il est en dehors des combats, à l'arrière en tout cas, Monterland est assez troublé par cette situation. Il l'écrira dans certains de ses journaux. D'une part, il est tout à fait satisfait et heureux d'échapper à l'ignoble boucherie des tranchées. Mais, par ailleurs, il est tout de même embarrassé de sa situation vis-à-vis d'une part de ses aspirations à l'héroïsme, à la grandeur et la virilité et son goût pour les grands mythes antiques. Mais surtout, il comprend, il a la prescience que les gens de sa génération, les artistes de sa génération, et les écrivains donc évidemment de sa génération, qui n'auront pas fait l'expérience du feu, qui n'auront pas été au combat, seront délégitimés au lendemain de la guerre, qu'ils ne seront pas entendus, qu'ils seront rétrogradés et qu'ils seront en tout cas dénigrés pour n'avoir pas connu cette expérience si fondamentale, si traumatisante pour toute une génération. Alors conscient de ça, toujours dans cette idée aussi de se construire un personnage à la hauteur de ses ambitions et surtout de ses fascinations héroïques, il utilise ces relations pour se faire envoyer effectivement dans une unité d'active sur le front, et à la fin de 1917, il est effectivement affecté sur le front. Il y passe quelques mois et il est blessé par une explosion d'obus, il est blessé par une série d'éclats. Il est donc rapatrié à l'arrière et il finira la guerre comme traducteur à l'état-major. Mais, entre guillemets, l'essentiel est fait. Il a le tampon d'anciens combattants, d'écrivains guerriers, dont il pourra user en tout, dans la suite de sa carrière. Et c'est d'ailleurs ce qui arrive, puisque au lendemain de l'armistice, il publie donc La Relève du matin, qui connaît un grand succès critique pour le moment, pas tellement public mais critique, et beaucoup le voient alors comme le successeur de Barrès, puisque son écriture est en effet une leçon d'énergie, un encouragement au dépassement, une valorisation extrême de la virilité, des qualités guerrières, etc., etc. On voit en lui le nouveau prince de la jeunesse, le nouveau professeur d'énergie, qui va séduire la jeunesse française. Et cette analyse se confirme puisque son succès va grandissant, puisqu'en 1924 il publie Les Olympiques, donc qui est une ode au sport, au dépassement de soi, à la beauté des corps, à l'effort, à un idéal de virilité, d'harmonie et de beauté, qui transporte le public. Et là, vraiment, il a un succès à la fois critique et public extrêmement important. Et tout le milieu littéraire voit en lui donc le nouveau Barrès. Le chemin devant lui semble lumineux. Il est promis aux récompenses, aux prix et à une suite de succès à la fois mondains, littéraires et publics. Sauf qu'à ce moment-là, curieusement, Monterland va brusquement décider de rompre avec le milieu littéraire parisien. Il va vendre la maison familiale, il va mettre toutes ses affaires au garde-meuble, et il va décider de partir pour une série de voyages à travers le monde, une série de voyages qui vont durer pendant presque 10 années. Alors cette période est une période assez particulière, assez fondamentale et traumatisante aussi pour Monterland. C'est une sorte de crise psychologique et de fuite métaphysique. En fait, il va enchaîner les voyages de façon quasiment frénétique
pour échapper, d'une part, à une célébrité et un succès et un embourgeoisement qu'il a pourtant cherché à obtenir, mais qui l'effraie et qui l'écrase, mais également aussi parce qu'il est torturé par ses démons intérieurs, et notamment par ses penchants sexuels pédérastiques, et il va aussi profiter de ses voyages pour s'adonner à ses penchants cachés jusque-là, et qu'il ne pouvait pas évidemment exposer ou vivre de la même façon en France. Donc c'est une période de grand trouble, c'est un voyage frénétique, c'est un voyage où il alterne les périodes de frénésie érotique et les périodes d'ascèse, où il passe des séjours réguliers dans des monastères ou des abbayes. Et c'est là qu'on voit l'une des composantes importantes à la fois de la personnalité et de l'œuvre de Monterland, c'est cette dichotomie profonde, cette lutte intime entre les penchants de sa nature et ses aspirations intellectuelles et esthétiques. Ce sera le grand drame de sa vie, et ce sera aussi l'une des composantes. Donc il mène cette vie de moitié débauche, moitié d'ascèse. Il continue parallèlement à écrire, fait d'ailleurs quelques allers-retours à Paris pour publier, pour ne pas quand même être totalement oublié du milieu littéraire. Et cette période assez intense, assez sombre aussi, sera ce qu'il appellera cette période. J'ai été comme un voyageur traqué. Et le voyageur traqué par qui? Par ses démons intérieurs. Il décide de revenir à Paris en 1932, pensant avoir en partie exorcisé ses démons, ce qu'il ne fera jamais, et il n'arrivera jamais à s'en débarrasser. Mais il pense à ce moment-là qu'il est temps de rejoindre Paris pour construire son œuvre et reprendre aussi cette construction de son personnage public. Et à son retour, il est tout d'abord frappé par le déclin de la France, comme beaucoup d'auteurs de la même période. Il a un sentiment de décadence marqué, c'est ce qu'il appelle la décomposition nationale. Face à ce spectacle, il renonce d'ailleurs à publier La Rose des Sables, qui est un roman qu'il a écrit durant cette période de voyage, et qui est en fait assez critique sur l'expérience coloniale. Et il décide de ne pas publier ce livre pour ne pas abaisser un peu plus pour la patrie. Parce qu'il est fondamentalement patriote, donc il garde ce livre qu'il publiera beaucoup plus tard. Alors, avec son retour, il est très bien accueilli par le milieu littéraire, qui ne l'a pas oublié, et il enchaîne les succès, à la fois critiques et publics, avec des romans comme Les Célibataires ou le cycle des jeunes filles. Parallèlement à ça, c'est donc la montée des périls, comme on dit, et l'approche du second conflit mondial. Face à cette situation, à cet environnement qui se politise de plus en plus, Monterland, lui, décide de garder une position surplombante, on va dire. Il refuse de s'inféoder à un quelconque parti, et il publie des articles dans des journaux d'opinion extrêmement voire radicalement opposés. Cette attitude lui vaut d'ailleurs, c'est assez curieux, d'être à la fois invité par le gouvernement allemand au congrès de Nuremberg et par Louis Aragon à visiter les troupes républicaines en Espagne. Bon, il déclinera les deux invitations, toujours pour conserver cette position surplombante, et donc se tient en dehors, on va dire, de la politique politicienne qu'il méprisera globalement durant toute son existence. Au moment des accords de Munich, il s'oppose farouchement à ces accords, mais non pas tant pour des raisons stratégiques ou pour des raisons de calcul politique ou de vision même politique, mais simplement parce qu'il considère
que cette politique n'est pas virile. Et comme la virilité est l'une de ses obsessions, il dit « Je ne veux pas être dans un pays qui a une politique de midinette », c'est son terme, une politique de midinette, et donc il s'oppose pour ces raisons-là à la politique de Munich. La guerre éclate. À ce moment-là, il part sur le front comme reporter de guerre. Il est une nouvelle fois blessé, encore une fois par les éclats d'obus, et il est rapatrié et il va séjourner à Marseille, où là il va plonger dans une réflexion sur son rôle, et il est assez écartelé entre son patriotisme très très prégnant, très fort, et une aspiration de sa nature à une forme de stoïcisme qui l'encourage en fait à privilégier sa sérénité, son œuvre littéraire, et à se détacher de la conjoncture historique. Contrairement à ce que certains amis le poussent à quitter la France, il décide de rester en France, mais sans avoir d'activité politique ou littéraire. Alors, ce sera pas tout à fait le cas parce qu'il va quand même écrire quelques articles assez nietzschéens, toujours dans la même veine de lyrisme et d'exaltation des valeurs viriles et des valeurs héroïques. Et il va surtout, mais en tout cas, il refuse toutes les propositions du régime de Vichy, qui lui propose des postes officiels, parce que, dit-il, je méprise le moralisme de la Révolution nationale. Donc il se tient à l'écart des affaires politiques pures, mais en 1941, il publie néanmoins Le Solstice de juin, et dans ce livre, il applique à la situation historique qu'il est en train de vivre, que les Français sont en train de vivre, certains de ses mythes favoris et des mythes qui l'obsèdent. Parmi ceux-ci, la supériorité du paganisme sur le christianisme, l'éminence des qualités de force et de virilité, et aussi le principe solaire. Et le principe solaire, dans le Solstice de juin, il a l'imprudence de l'assimiler à la croix gammée. C'est donc cet ouvrage qui lui vaudra quelques déconvenues à la Libération, puisqu'il sera condamné à 1 an d'interdiction de publication. Bon, une peine assez légère quand on sait que durant cette période, les épurateurs avaient quand même la main très lourde et très facilement lourde. On peut dire qu'ils ont quand même pas trouvé grand chose à lui reprocher, à part en effet cette référence peut-être malheureuse au svastika. Et en fait, dès cette année, on va dire, de punition passée, il retrouve une nouvelle fois un très grand succès, notamment par ses pièces de théâtre. Il devient des dramaturges les plus en vie de Paris et donc de France, et il a un succès énorme. On peut dire, même si le terme n'était pas sans doute pas employé à l'époque, c'est une star. C'est une star du monde littéraire. Ses tirages sont extrêmement importants, et il est reconnu comme un maître incontesté. Parallèlement à ce succès littéraire, il continue à masquer et cacher sa vie privée, ce qu'il fera jusqu'à sa mort, puisque cette vie privée contrevient à l'image qu'il veut donner et à cette fameuse statue qu'il veut construire de lui-même. Alors ce succès très important de Monterland va être couronné en 1960, puisqu'il est, alors c'est un fait quasiment unique peut-être, je sais pas, il faudrait vérifier. Il est élu triomphalement à l'Académie française, mais sans avoir posé sa candidature. Donc là, c'est une reconnaissance énorme, absolue. On est venu chercher le maître pour qu'il condescende à devenir académicien, ce qui flatte son orgueil, qui n'avait pas spécialement besoin de ça, car c'est un être
assez vaniteux, on va dire, en tout cas qui a une grande conscience de son talent, si ce n'est de son génie. Et donc ça, c'est la reconnaissance ultime. Il continue à produire des œuvres qui continuent à avoir d'ailleurs du succès, mais il est de plus en plus marqué par des problèmes de santé. Il perd l'usage d'un œil et menacé de perdre totalement la vue, il se suicide le 21 septembre 1972, encore une date qui n'est pas choisie au hasard, puisque c'est la date de l'équinoxe, et encore une fois, c'est la démonstration de sa volonté de contrôler toute son existence, de façonner toute son existence. Il a choisi sa date de naissance, il choisit la date de sa mort. Donc Monterland laisse derrière lui une œuvre très importante, très diverse, qui est portée par une lampe tout à fait lumineuse, qui est polymorphe, puisqu'il a touché quasiment à tous les styles, poésie, roman bien sûr, pièces de théâtre, essais, notes, etc., etc. Alors, il faut savoir que Monterland avait laissé une liste des œuvres non terminées ou des essais qu'il acceptait qu'ils soient publiés après sa mort, et d'autres qu'il ne voulait absolument pas qu'ils soient publiés, notamment des correspondances privées, etc., toujours dans le souci de protéger sa vie privée. Évidemment, son ayant droit se fera un plaisir de publier l'intégralité de ce qu'il avait pour faire de l'argent sur le cadavre de Monterland. Alors cette œuvre passionnante, on peut en fait la classifier en trois grandes parties qui sont en fait chronologiques, mais qui marquent trois styles, enfin trois Monterland différents d'une certaine façon. Il y a d'abord le Monterland de la jeunesse. Ça, c'est le Monterland des Olympiques, c'est la jeunesse lyrique, c'est la virilité exaltée, c'est la force, c'est le sport, c'est l'énergie, le culte de l'énergie, le culte du dépassement de soi, la personnalité, la force de la personnalité qui peut dépasser tous les obstacles, etc., etc. C'est une œuvre solaire, c'est une œuvre extrêmement enthousiasmante, notamment pour des jeunes. C'est peut-être là où, pour ma part, je trouve que Monterland excelle le plus. Il y a ensuite ce qu'on pourrait appeler les œuvres de la maturité. Là, on arrive à des œuvres beaucoup plus ambiguës. C'est les œuvres qui vont être marquées par cette période de voyage assez complexe et assez sombre. C'est en fait des œuvres qui vont être cette fois-ci écartelées entre des restes de ce lyrisme de la jeunesse, parce que c'est quand même quelque chose qui l'habite et qui l'habitera jusqu'à sa mort, mais écartelées avec les troubles de sa propre personnalité, la pesanteur de sa sensualité malade, on peut dire, et parallèlement, de plus en plus, une espèce de conscience que les choses n'ont pas de sens et les actes sont inutiles. Monterland, c'est aussi un grand écrivain. Après cet écrivain de l'énergie et de la force, c'est un écrivain qui commence à réfléchir sur l'inutilité des choses. Il écrira d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle Service inutile. Et sur, en fait, l'inutilité des choses et le non-sens de la plupart des actions humaines qui n'ont pas l'importance que l'on voudrait qu'elles aient. Alors ces œuvres sont évidemment un peu plus sombres, un peu plus complexes, parfois un peu plus malsaines, on pourrait dire d'une certaine façon, mais elles ne manquent pas non plus d'intérêt parce qu'elles sont peut-être aussi un peu moins caricaturales et simplistes que celles du lyrisme pur de ces jeunes années. Bien sûr, tout le monde, fort heureusement, n'a pas les mêmes faiblesses que Henri de Monterland, mais tout le monde en a. Et ces ouvrages sont ceux justement de la confrontation de la faiblesse avec les aspirations
à la grandeur. Ce sont des romans ou des pièces de théâtre sur la difficulté à dépasser sa propre médiocrité pour atteindre ses objectifs, ses rêves et être à la hauteur du mythe. Donc, même si c'est sans doute moins enthousiasmant, moins solaire, ça reste une œuvre très profonde sur la volonté de dépasser ses propres défaillances, ses propres faiblesses, ses propres perversions dans le cas de Monterland. Enfin, il y a ces œuvres de vieillesse. Alors une vieillesse de plus en plus torturée, de plus en plus écartelée, toujours entre cette image qu'il veut donner de lui et ses sombres penchants. Et donc les dernières œuvres vont être des œuvres qui vont chercher à décrire les états les plus extrêmes, ou même les états pathologiques de la conscience humaine. Donc l'angoisse, l'agonie, la folie. Et là, c'est vraiment une plongée dans la psyché humaine, et dans la psyché humaine quand elle est portée à ses paroxysmes d'intensité. C'est notamment le cas à mon avis, un de ses plus grands romans, qui est Le Chaos et la nuit, où il y a une description d'une sorte de descente dans la folie tout à fait extraordinaire. Plus curieusement, certaines de ces œuvres de vieillesse vont témoigner d'une relative et tardive sympathie pour les marginaux et les humbles. Alors pourtant, le souci des humbles n'a jamais tellement apparu dans l'œuvre de Monterland, à part à la fin, où il y a des pages assez touchantes sur justement les gens simples et les gens qui vivent un peu en marginalité de ce monde. Il porte aussi un regard assez attendri sur les émois adolescents et sur justement sa période de lyrisme conquérant de sa jeunesse. Un critique qualifiera cette dernière partie de sa vie de chant funèbre d'une virilité dégradée. Alors Monterland est un personnage hautain, comme on l'a évoqué tout à l'heure. C'est même un personnage assez vaniteux. C'est un homme de masque, c'est un homme de dissimulation, puisqu'il aura finalement triché toute sa vie, et il aura construit un personnage qui ne correspondait pas à ce qu'il était intérieurement, mais il a toujours lutté et combattu ces penchants sombres de sa personnalité. Contrairement à d'autres aujourd'hui qui en font le sel de leur œuvre et qui l'étalent de façon tout à fait ostentatoire, Monterland, c'est exactement l'inverse. C'est quelqu'un qui a construit une œuvre contre lui-même. Il a construit une œuvre qui se voulait être sans doute la rédemption de ce qu'il était. Donc Monterland n'est pas un personnage extrêmement sympathique. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais évidemment, peu importe, puisque seule son œuvre compte, seules ses œuvres restent, et c'est évidemment cela qui compte aujourd'hui, puisque c'est ça qui nous parle encore aujourd'hui. De la même façon que lorsque l'on regarde une toile de Rembrandt ou que l'on écoute une sonate de Bach, on ne se préoccupe pas de connaître les habitudes alimentaires ou les dilections sentimentales des auteurs, les œuvres de Monterland dépassent bien évidemment de très loin sa personnalité. Ainsi, de la même façon, peu importe au final si Monterland n'est pas né le jour de la fondation de la Cité éternelle, puisqu'il a su en transmettre les beautés et les mythes, et donc, grâce à lui, il nous a fait un peu vivre cette Rome éternelle. C'est pourquoi, aujourd'hui, lire ou relire Monterland, c'est se rattacher à la fois à la plus haute langue française et également à notre plus longue mémoire. Je vous remercie.